Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer le nouveau chapitre qui traite des firmes hétérogènes et les firmes multinationales. Et donc là on va commencer les nouvelles théories, les nouvelles théories, donc ce qu'on appelle en anglais les New Trade Theory. Et donc ces nouvelles théories, c'est la troisième génération après donc les théories traditionnelles où on s'est concentré plus sur l'offre. Après cela, les nouvelles théories, quand on a vu la concurrence monopolistique, la concurrence oligopolistique, quand on s'est concentré plus sur la demande. Et là, on a les nouvelles théories où on va passer donc le niveau de l'analyse donc va passer du niveau des pays vers le niveau des firmes. Le plan de ce chapitre inclut deux parties principales. D'abord, on va voir les firmes hétérogènes et après cela, on va voir les firmes multinationales. Donc, pour les firmes, c'est quoi l'idée des firmes hétérogènes? Si on regarde, par exemple, dans ce graphe, dans le cas de la France, entre 1998 et 2005, on voit que le nombre d'exportateurs baisse de manière continue. Ce qui veut dire qu'en général, on a un grand nombre de firmes, mais très peu de firmes arrivent à exporter. Et en fait, ça c'est le cas dans la plupart des pays. Plus, si par exemple on regarde ici, on va voir que 19% des entreprises industrielles ont une activité d'exportation. Et en plus de ça, le taux de participation aux exportations dépasse 40% dans quelques industries comme la chimie, la métallurgie, l'industrie de papier, de plastique. Mais de toute façon, dans aucun secteur, on a un taux de participation au commerce international qui dépasse les 50%. Ce qui veut dire que cet argument où on a très peu de firmes qui arrivent à exporter alors qu'on a beaucoup de firmes qui opèrent dans un certain secteur est une réalité qui mérite d'être analysée. Et en fait, c'est le cas non seulement en France, mais même aussi en Égypte, en Tunisie, dans la plupart des pays, comme on va le voir. Ce graphe, par exemple, il compare l'année 98 avec 2003 pour le nombre de marchés d'exportation qui sont desservis. Donc, comment peut-on lire ce graphe? Donc, sur l'axe des abscisses, on a le nombre de marchés d'exportation desservis et sur l'axe des ordonnées, on a la proportion des firmes exportatrices. Et donc, par exemple, la toute première colonne, elle montre que à peu près 45% des firmes qui exportent vers une seule destination. La deuxième colonne, elle montre qu'à peu près 17% des firmes qui exportent vers deux marchés. Et ainsi de suite. Et donc, ce qui montre que moins de 1% des firmes qui exportent arrivent à exporter vers plus de 20 marchés. Et alors, cela veut dire que non seulement on a très peu de firmes qui exportent parmi l'ensemble des firmes qui opèrent dans un secteur, mais aussi la plupart des exportateurs ont une activité modeste, ce qui veut dire qu'ils exportent vers une seule destination, par exemple. Et alors, cela veut dire que, à peu près, si on regarde sur ce graphe, et si on fait la somme des deux premières colonnes, donc 1 et 2, on va voir qu'à peu près 60% des exportateurs desservent un ou deux marchés seulement, alors que les autres, alors que à peu près 40% arrivent à exporter vers plus d'une destination. Et ça, c'est un point très important parce que ça montre que non seulement on a très peu de firmes qui arrivent à exporter, mais encore plus parmi ces firmes arrivent à exporter vers plus d'une destination. C'est-à-dire, en général, chaque firme exporte vers une seule destination ou deux destinations au maximum. Donc, les firmes égyptiennes exportent vers la Tunisie et le Liban, par exemple. Mais très peu de firmes arrivent à exporter aussi vers plein d'autres pays. Et donc ça, c'est le deuxième fait important à prendre en considération. Un autre fait important, c'est que ceci
donc s'applique non seulement sur le nombre de firmes et le nombre de destinations, mais aussi le nombre de produits exportés. Parce que non seulement on a très peu de firmes qui exportent, et sur ces firmes qui exportent, on a très peu de firmes qui exportent vers plus d'une ou deux destinations, mais encore plus, c'est que la majorité des firmes exportent un seul produit. OK? Et alors, on va comparer les deux tableaux qu'on a ici dans cette diapositive. Donc, le premier tableau, là, en dessus, il montre la part des exportateurs français en 2003. OK? Et il compare la part donc des exportateurs français par rapport aux exportations françaises. OK? Et dans les deux cas, on compare le nombre de produits avec le nombre de pays. Donc, comment peut-on lire ce tableau? Prenons par exemple le tout premier chiffre là qu'on a, qui est le 29,6 qu'on a dans le premier tableau. Et donc, qu'est-ce que ce 29,6 représente? Il représente la part des exportateurs français qui exportent un produit vers une seule destination. OK? Et donc, ces 29% des exportateurs français, leurs exportations représentent combien pour cent? On arrive à le déduire du deuxième tableau. Donc, leurs exportations représentent 0,7% des exportations françaises totales. Prenons un autre exemple. Donc, dans le premier tableau, vous voyez la quatrième colonne avec la quatrième ligne, on a 10,72. Donc, comment peut-on interpréter ce chiffre? Donc, 10,72% des exportateurs français, donc à peu près 11% des exportateurs français, arrivent à exporter vers plus de 10 pays et ils exportent plus de 10 produits. OK? Donc, ces 10% d'exportateurs français, leurs exportations représentent combien pour cent? Représentent 76,3%. Et ça, on le voit dans le tableau en dessous. OK? Et donc, cela montre que non seulement on a très peu de firmes qui exportent, non seulement on a très peu de firmes qui arrivent à exporter vers plusieurs destinations, mais très peu de firmes aussi exportent plusieurs produits vers plusieurs destinations. Ainsi, de manière générale, les firmes qui exportent sont aussi beaucoup plus productives que les firmes qui n'exportent pas. Par exemple, regardons ici ces statistiques où parmi donc les firmes françaises de plus de 20 salariés, donc les moyennes et les grandes entreprises, 59% des exportateurs réalisent moins de 5% de leur chiffre d'affaires à l'exportation. C'est-à-dire que la majorité de leur chiffre d'affaires ne se fait pas grâce aux exportations, mais plutôt sur le marché domestique. Et seuls 9% des exportateurs réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'export. Et donc vraiment, ce qui gagne aux exportations, c'est vraiment une minorité parmi les firmes. Ainsi, si on regarde ce graphe, il montre donc la relation entre le pourcentage des exportations françaises et les percentiles des exportateurs. Comment peut-on lire ce graphe? Donc on a deux courbes, une courbe en vert et une courbe en orange. La courbe en vert c'est celle de 98 et la courbe en orange c'est celle de 2003. Et donc, prenons par exemple cette droite assurée où on a un 1 avec à peu près 68, voilà. Donc, on a 1% des exportateurs français réalisent 68% des exportations françaises. Si on passe au chiffre suivant, on va avoir à peu près 2% des exportateurs français qui exportent 80% des exportations françaises. Et donc, cela veut dire que
l'essentiel des exportations françaises est réalisé par un très petit nombre de firmes. Et là, par exemple, ça devient encore plus, je veux dire, flagrant, où 0,001% des exportateurs français exportent 7% des exportations françaises. Et donc ça, c'est la manière avec laquelle on lit ce graphe. Ce qui confirme de nouveau l'idée qu'il y a très peu d'exportateurs qui exportent beaucoup. Et ceci aussi s'applique sur le nombre de travailleurs qu'ils vont embaucher. Donc que ces producteurs vont embaucher. Dans le sens où, donc ce graphe, il représente la relation entre le nombre de firmes et le pourcentage de l'emploi et des exportations totales. Donc la courbe en noir représente l'emploi des firmes et la courbe en vert représente les exportations des firmes. Bien entendu, la droite de 45 degrés, elle montre un équilibre parfait entre le nombre de firmes et la part de l'emploi et la part des exportations. C'est-à-dire que si on se situe sur cette courbe de 45 degrés, on s'attend à ce que le nombre de firmes soit proportionnel au pourcentage des exportations et au pourcentage de l'emploi. Et alors, dans ce cas, on va avoir un marché qui se répartit de manière équitable sur l'ensemble des producteurs. OK? Mais ce qu'on voit sur ce graphe, c'est que la courbe des exportations et la courbe de l'emploi, les deux se situent en dessus de la courbe du droite de 45 degrés. Ce qui veut dire que, dans ce cas, prenons un chiffre par exemple, le 20, donc 20% des firmes françaises emploient à peu près 70% des travailleurs et ces 20% de firmes exportent à peu près 90% des exportations. Et donc, comment j'ai déduit ce 70 et ce 90? Donc, c'est le point noir qui correspond aux 20% et qui se situe sur la courbe en noir. Ça, c'est la part de l'emploi. Donc, 20% des firmes emploient à peu près 75% des travailleurs. Et 20%, ces mêmes 20% de firmes exportent à peu près 90% des exportations. Et donc, ça montre que ces firmes, donc de nouveau, je reprends tous les faits stylisés. Un, c'est qu'on a très peu d'exportateurs. Deux, très peu d'exportateurs arrivent à exporter vers plus d'une destination. Trois, très peu d'exportateurs arrivent à exporter vers plus d'une destination et plus d'un produit. Et ce sont ces exportateurs qui sont très très productifs parce qu'ils arrivent à exporter beaucoup et en même temps ils embauchent beaucoup de travailleurs. Ce qui veut dire que en général les firmes exportatrices sont les firmes très productives. OK? Ou plus, je veux dire autrement, ce sont les grandes firmes. Ce qui confirme un fait important, c'est que en général, les petites et les moyennes entreprises n'arrivent pas vraiment à exporter ou bien font face à beaucoup de difficultés pour pouvoir exporter. C'est le même cas en Égypte. Donc, on voit que sur ce graphe, le nombre d'exportateurs au cours du temps, il baisse, alors que les exportations augmentent. Et donc, ça confirme le point qu'on avait déjà vu dans les nouvelles théories du commerce international, où on a un effet de rationalisation, c'est-à-dire que le nombre d'exportateurs baisse au cours du temps. Pourquoi? Parce que on a plus de concurrence et plus de concurrence, ce sont uniquement les firmes les plus productives qui arrivent à rester sur le marché. Et donc en Égypte, par exemple, de 20 à 30% des firmes exportent en Égypte
Et ce graphe en dessous, là, il montre les entrants, les firmes qui entrent sur le marché, les firmes qui sortent et les firmes qui restent. Et donc, on voit bien que les firmes qui sortent et les firmes qui entrent sur le marché, c'est plus ou moins les mêmes chiffres, ce qui fait que les firmes qui arrivent à rester sur le marché sont relativement les mêmes. OK? Et donc, bien entendu, ceci ne contredit pas le graphe qui est en dessus. Pourquoi? Parce que le graphe en dessus, il montre le nombre total de firmes. Alors que le graphe en dessous, il compare les firmes qui entrent par rapport aux firmes qui sortent et les firmes qui restent. Donc, si on applique cette analyse sur les petites et les moyennes entreprises, les statistiques en Égypte vont devenir encore plus, je veux dire, flagrantes parce que uniquement 6% des petites et moyennes entreprises en Égypte arrivent à exporter. OK? Et parmi ces firmes exportatrices, on voit bien que celles qui exportent sont les firmes les plus productives. Que ça soit au niveau donc de leur vente, comme on le voit dans le graphe qui est en dessus là, donc les firmes qui ont des ventes de plus de 30 millions de livres égyptiennes, ou bien de 15 millions jusqu'à 30 millions, sont les firmes qui arrivent à exporter, où les parts des firmes exportatrices est importante. Comment lire le graphe en dessus? Donc 27, par exemple, je prends l'avant-dernière colonne, 27,1% des firmes ayant des ventes entre 15 et 30 millions, OK, arrivent à exporter, alors que presque 73% de ces firmes n'arrivent pas à exporter. OK? Et la même chose s'applique sur le nombre de travailleurs. Donc ça, c'est le graphe en dessous. Donc, pour les petites entreprises ayant un nombre de travailleurs inférieur à 20 travailleurs, donc uniquement 2% des firmes arrivent à exporter et 98% des firmes n'exportent pas. Si on passe à la catégorie plus importante, entre 20 et 34, donc la part des exportateurs augmente. Elle passe à 13% et à peu près 87% des firmes n'exportent pas. Pour les plus grandes firmes, dont le nombre de travailleurs est supérieur à 50 travailleurs, cette part est 28%, alors que les firmes n'exportent pas, c'est à peu près 72%. Et donc, de nouveau, la même chose s'applique sur le cas égyptien, dans le sens où uniquement les firmes qui ont des ventes importantes, un capital important et un nombre de travailleurs important à exporter. Et donc là, je vais introduire de nouvelles définitions importantes. Ce qu'on appelle dans le commerce international les marges extensives et les marges intensives. Donc ça veut dire quoi? Marge extensive et marge intensive. Ça veut dire que la marge extensive, en général, on la définit comme étant le nombre de firmes qui arrivent à exporter. Et les marges intensives, c'est en général les quantités exportées par les firmes qui existent sur le marché. Et donc, on peut analyser cela dans le graphe suivant, au niveau des firmes, des produits et des destinations. Comment cela? Donc, si j'ai une firme qui existe sur le marché, qui exporte un produit qu'elle exporte déjà, vers une destination vers laquelle elle exporte depuis toujours, on appelle cela une marge intensive. C'est-à-dire le plus une firme augmente, une firme qui existe déjà sur le marché, ce n'est pas une nouvelle firme qui entre sur le marché. OK? Donc on a une firme qui existe déjà, qui augmente ses exportations d'un produit qu'elle exporte depuis toujours vers une destination vers laquelle elle exporte depuis toujours. Donc on appelle ça une marge intensive. Mais si on a, par exemple, une nouvelle firme qui entre sur le marché,
qui exporte un nouveau produit vers une nouvelle destination, on appelle cela à l'autre extrémité, ça c'est l'extrémité donc jaune, c'est la marge extensive. Et donc on a ce carré en vert, c'est la marge intensive, ou la firme existante sur le marché qui exporte plus. Donc on exporte plus d'un produit qu'on a déjà vers une destination vers laquelle on exporte depuis toujours. Mais si on a une firme qui n'était pas exportatrice et qui devient une firme exportatrice, et par la suite elle commence à exporter un nouveau produit vers une nouvelle destination, donc là on a une marge extensive. Entre ces deux extrémités, on a différentes combinaisons. Donc on a par exemple une firme qui existe déjà, qui exporte un produit qu'elle exporte depuis toujours, mais maintenant vers une nouvelle destination. Par exemple, on a une firme X qui exporte des habits vers la Tunisie. Et là maintenant, elle a décidé d'exporter vers le Liban. Et donc dans ce cas, cette nouvelle destination représente une marge extensive à la destination. Donc au niveau de la destination. Si on a la même firme qui exporte des pantalons vers la Tunisie, et là, elle décide d'exporter aussi des t-shirts. Et donc, cela veut dire qu'on va avoir une marge extensive au niveau des produits. OK? Je peux avoir une firme existante qui exporte un nouveau produit vers une nouvelle destination. C'est-à-dire que j'avais une firme égyptienne qui exporte des pantalons vers la Tunisie et là elle décide d'exporter des t-shirts vers le Liban. Et donc là j'ai un nouveau produit et une nouvelle destination. Et donc dès que j'ai une nouvelle composante, j'appelle cela une marge extensive, parce que ça sera une marge extensive soit au niveau des produits, donc j'exporte de nouveaux produits, soit une marge extensive au niveau des destinations, donc j'exporte vers de nouvelles destinations, soit c'est une marge extensive au niveau des firmes, donc une firme qui n'était pas exportatrice, elle desservait uniquement le marché domestique, et là elle commence à desservir un nouveau marché une firme qui n'était pas exportatrice et là qui va devenir exportatrice. Donc elle desservait uniquement le marché domestique et là elle va commencer à exporter vers le reste du monde. Et donc c'est très important de comprendre la différence entre la marge extensive et la marge intensive parce que la marge intensive, en général, elle est plus présente parce que, comme je l'ai déjà dit, si j'ai très peu d'exportateurs qui exportent beaucoup de produits vers beaucoup de destinations, cela veut dire que ce qui augmente je veux dire, dans les faits, c'est plutôt la marge intensive parce que j'ai déjà très peu de firmes qui exportent. Et du coup, quand j'ai une firme qui n'était pas exportatrice et qui va devenir exportatrice, j'appelle cela une marge extensive. Et donc Melitz, lui, ce qu'il a fait, il a développé donc un modèle qui s'appelle donc le modèle avec les firmes hétérogènes en 2003, et il a proposé un modèle théorique pour expliquer ces différents faits stylisés. Donc, je ne vais pas dériver les détails mathématiques du modèle, je vais juste vous donner une idée de l'intuition derrière. Donc, c'est un modèle avec concurrence monopolistique, plus ou moins ce qu'on avait déjà vu dans le modèle de concurrence monopolistique et dans le modèle de Dixit-Stiglitz. Mais ce qui est différent, c'est que dans les anciens modèles, on a supposé que j'ai un nombre n de firmes où toutes les firmes sont identiques et que chaque firme produit une variété différente. Ceci, c'est ce qu'on a déjà vu dans le modèle de concurrence monopolistique. Ce que j'ai ici, je vais supposer que les firmes, elles ne sont pas homogènes et donc elles sont hétérogènes. Ce qui veut dire que chaque firme va avoir un niveau de productivité qui est différent.
Et si chaque firme va avoir un niveau de productivité qui est différent, il va y avoir beaucoup de firmes qui sont peu productives, ok, et très peu de firmes qui sont très productives. C'est ce que on avait déjà vu, parce que si vous vous rappelez, on a dit que la plupart des firmes sont peu productives, mais très peu de firmes sont super productives. Et donc, chaque firme, elle doit payer d'abord un coût de transport, c'est un coût variable sur chaque unité vendue. Pourquoi c'est un coût variable? Parce que le plus j'exporte de biens, le plus je dois payer le coût de transport associé à ce bien. Mais chaque firme doit payer aussi un coût fixe. Et c'est quoi l'idée du coût fixe? C'est-à-dire, c'est un coût qu'elle doit payer, quelle que soit la quantité qu'elle va exporter, ou bien si elle va exporter ou ne va pas exporter. OK? C'est-à-dire, une fois qu'elle a payé ce coût, elle ne va pas pouvoir le récupérer. Et par exemple, quels sont les types de coûts fixes? On a par exemple des coûts de mise en norme, c'est-à-dire que je dois améliorer la qualité des produits que j'exporte pour que mes biens arrivent à être exportés vers de nouvelles destinations, ou bien que les biens qui étaient uniquement vendus sur le marché domestique pourraient être vendus sur le marché étranger. Je vais rechercher un distributeur qui va me distribuer les produits que je vais exporter. Je vais traduire par exemple les étiquettes, je vais changer les emballages. Tout ça, c'est un coût fixe que je paye dès le départ. Et donc, une fois que j'ai payé ces coûts fixes, je ne vais pas pouvoir comment dire, les récupérer. OK? Pourquoi? Parce que c'est un coût que j'avais payé, et donc, quelle que soit la quantité que j'exporte plus tard, je dois supporter ce coût. Et alors, l'important, c'est que l'intuition derrière le modèle de Militz, c'est quoi? C'est que les firmes qui ont une faible productivité vont produire des variétés qui sont chères. Pourquoi? Parce que ces firmes ne sont pas très productives. Et si elles ne sont pas très productives, donc elles produisent à un prix qui est relativement cher. Et par la suite, si ces firmes sont peu productives et produisent des biens qui sont relativement chers, donc ces firmes ne peuvent pas espérer avoir des parts de marché importantes. Pourquoi? Parce que elles ont des biens qui sont relativement chers. Et par la suite, les profits auxquels ils s'attendent sur le marché d'exportation seront faibles. Et par la suite, si les profits auxquels ils s'attendent sur le marché d'exportation sont faibles par rapport au coût que ces firmes doivent supporter, le coût fixe, qui est assez important, alors elles vont décider de ne pas exporter. Et du coup, ce qui détermine si une firme exporte ou non, c'est que la firme, elle va comparer les profits attendus une fois qu'elle exporte par rapport au coût fixe qu'elle doit supporter afin de pouvoir exporter. Et alors, ce sont les firmes les plus productives et les plus grandes qui vont pouvoir exporter, et les firmes les moins productives vont servir uniquement le marché domestique. OK? Et donc, le point ici important, c'est que ce qui distingue une firme d'une autre, ou bien si la firme elle va exporter ou non, c'est qu'elle va comparer le profit auquel elle s'attend une fois qu'elle exporte, et elle compare cela par rapport au coût fixe qu'elle doit supporter quand elle va exporter, pour traduire donc les étiquettes, les emballages, la mise en norme et tout ça. Et alors, on a ce graphe, comme vous voyez, donc j'ai différents niveaux de productivité. Donc j'ai sur l'axe des abscisses le niveau de productivité des firmes et sur l'axe des Y, donc la densité
des firmes, c'est-à-dire la fonction de distribution, si vous voulez. Et alors, j'ai un niveau de productivité qui est très très faible, le tout premier là, qui est noté domestic threshold. Et puis j'ai un deuxième niveau qui s'appelle le domestic threshold open et export threshold. OK? Et donc, comment peut-on analyser ce graphe? Donc, on l'analyse de la manière suivante. Donc, j'ai un threshold veut dire un seuil. Donc, j'ai un seuil de productivité quand l'économie est en autarcie qui est faible. OK? Qui est le tout premier niveau. Donc, le seuil de productivité, le seuil donc domestique en autarcie, c'est le tout premier. Quand on s'ouvre au reste du monde, donc ça c'est le deuxième seuil, donc domestic threshold open, on va avoir des firmes qui vont pas pouvoir supporter la concurrence parce qu'elles sont très très peu productives. Et alors ce qui va avoir lieu, c'est que ces firmes dont le niveau de productivité est inférieur à ce deuxième seuil vont partir du marché et on les appelle les exiters, donc les firmes sortantes. Et c'est la raison pour laquelle on appelle cette catégorie comprise entre le domestic threshold autarky et le domestic threshold open, elles vont partir, leave. OK? J'ai un troisième seuil qui est le export threshold. Et donc pourquoi c'est le niveau c'est le seuil le plus élevé? Parce que c'est le seuil des firmes qui sont tellement productives qu'elles arrivent à supporter le coût fixe à l'exportation et qui vont par la suite pouvoir exporter. Et donc, comme on le voit ici, toutes les firmes dont le niveau de productivité est inférieur à ce seuil, elles vont rester sur le marché, elles ne vont pas sortir, mais elles vont uniquement servir le marché domestique, elles ne vont pas pouvoir exporter. Et toutes les firmes ayant un niveau de productivité supérieur à ce niveau sont des firmes exportatrices. Et alors, deux points importants, c'est que on voit bien que la fonction de distribution, elle est très skewed vers la droite. Pourquoi? Parce que on a très peu d'exportateurs qui exportent beaucoup et qui ont un niveau de productivité qui est très élevé. Puis on a beaucoup de firmes qui sont moyennement productives, qui vont servir le marché domestique, ok? Et beaucoup de firmes très peu productives qui vont sortir du marché. Et donc ça, c'est l'idée de Melitz. Quels sont les conséquences? C'est que, une fois que l'on s'ouvre au reste du monde, uniquement les firmes les plus efficaces vont exporter. Puisque j'ai des firmes qui sortent du marché, cela veut dire que les firmes qui restent vont gagner des parts de marché. Et alors, les firmes les moins efficaces sont évincées, et de nouveau, c'est l'effet de rationalisation qu'on avait déjà vu. Et puisque les firmes les moins productives sortent du marché, cela veut dire que les firmes les plus productives restent sur le marché. Et si les firmes les plus productives restent sur le marché, cela veut dire que le niveau de productivité moyenne au niveau de l'industrie va augmenter. Pourquoi elle va augmenter? Parce que j'ai uniquement les firmes les plus productives qui restent sur le marché. Et bien entendu, si uniquement les firmes les plus productives qui restent, cela veut dire que toutes les firmes peu productives qui produisaient des variétés relativement chères, elles vont partir. Et alors, les firmes les plus productives qui produisent des variétés moins chères vont rester. Et alors, le prix moyen, à son tour, il va. Et alors, cela veut dire que, dans ce cas, on a des firmes
qui sont hétérogènes du point de vue de leur productivité. Je ne parle pas d'avantages comparatifs au niveau du pays, je parle juste de la différence de productivité au niveau des firmes qui vont comparer les profits attendus par rapport aux coûts fixes qu'elles vont supporter. Et donc, ça va, le fait que chacune des firmes, donc les firmes les plus productives vont exporter, cela veut dire qu'on va avoir donc du commerce intra-branche parce que ces firmes vont exporter des variétés qui sont différentes. Et bien entendu, cela veut dire qu'au sein de chacun des secteurs, il va avoir des inégalités entre les firmes, dans le sens où il va y avoir des firmes qui sortent, des firmes qui restent et des firmes qui vont gagner des parts de marché parce qu'elles arrivent à exporter vers plus d'une destination et plus d'un produit. D'autres points à prendre en considération, c'est que, bien entendu, l'ouverture commerciale, elle ne se limite pas à la baisse des coûts de transport ou bien à la baisse des droits de douane, mais aussi il y a plein d'autres aspects qui doivent être pris en considération, comme les mesures non tarifaires qu'on va voir plus tard. Et puis il y a aussi les politiques domestiques, c'est-à-dire ce que fait le gouvernement afin d'améliorer la performance des firmes à l'exportation. Donc avec ça, je conclus les firmes hétérogènes et le dernier cours, on va voir les firmes multinationales. Merci et à bientôt.